Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce magazine télé, le Speak Out Show de MNN TV à New York. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Permettez-moi de rappeler à ceux qui auraient pris le train en marche que ce programme est diffusé tous les mercredis de 12h30 à 13h30. Eh bien, comme à l'accoutumée, nous resterons fidèles à nos thématiques. Nous parlerons donc de société, du social et du civisme, pourquoi pas. Comme invité, nous avons dans ce studio un spécialiste en la matière. Il glane un parcours élogieux qu'il va partager avec nous, bien sûr, cet après-midi. Il est une élite de la diaspora ivoirienne, voire même africaine aux États-Unis d'Amérique. Monsieur David Coulibaly, bonjour. Bonjour. Vous avez appartenu à l'ONG African Communities Together. Vous y étiez précisément gestionnaire de programme et par ailleurs, vous êtes professeur de droit à Pace University. Avec nos téléspectateurs, on verra votre portrait dans un instant. Mais bien avant, il y a une question qui me trotte à l'esprit, M. David. Est-ce que ça ne sort pas un peu de l'ordinaire qu'il existe ici aux États-Unis, première puissance mondiale des structures dévouées comme la vôtre qui portent assistance aux démunis, dans ce pays où, dit-on, l'autonomie alimentaire et la santé publique sont factuelles? Vraiment, merci, cher frère. D'abord, j'aimerais dire merci de m'avoir invité sur ce plateau prestigieux. C'est déjà un grand plaisir pour moi. Pour répondre rapidement à la question, vous savez, les ONG jouent un rôle fondamental dans la vie même d'un État. Les États-Unis peuvent être le pays le plus développé au monde, mais quand même, il y a ce qu'on appelle les gaps, que les ONG viennent maintenant pour combler ces gaps-là. Donc, voilà pourquoi vous avez vu, lorsqu'il y avait la COVID, il y a plusieurs organisations qui sont sorties pour jouer un rôle que l'État ne peut pas jouer. Voilà pourquoi vous voyez les personnes dans les rues et tout. Donc, c'est ça aussi la force des ONG. Et vous avez vu en Flint, Michigan, un problème d'eau là-bas. Et l'État n'arrive pas à gérer ce problème. Et c'est les ONG maintenant qui viennent pour gérer ce problème-là. Donc, c'est ce que je voulais dire que même aux États-Unis aussi, on a des problèmes aussi. Merci pour cette nette clarification. On ouvre maintenant la page de votre portrait. Né dans un faubourg abidjanais, David Ahmed Coulibaly utilise à bon escient les maigres chances qui s'offrent à lui pour émerger des quartiers défavorisés. Après un brillant parcours au lycée municipal d'Atekoubé, où il fut président du club d'anglais et président du MEEC, le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, il obtient son baccalauréat en série A, la série littéraire qui priorise les langues, la philosophie, l'histoire avec la mention « Très bien ». Avant de rejoindre l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour l'entame de ses études académiques, David Coulibaly reçoit le prix Oscar du président Laurent Gbagbo qui consiste à féliciter les excellents élèves de Côte d'Ivoire car en l'an 2004, il a été le bachelier ayant obtenu la plus forte note de tous les lycées et collèges que compte la commune d'Atekoubé, située au centre de la ville d'Abidjan. Après un bref passage à la faculté d'anglais de l'université Félix Houphouët-Boigny, il intègre l'université privée UICL Submanagement pour obtenir sa licence en marketing et communication. Il en ressort major de sa promotion. Sa hargne pour la perfection va l'inciter à regarder au-delà des frontières de son pays. Cependant, sorti d'un concours très sélectif, son nom figure au nombre d'un groupe restreint d'étudiants aptes à intégrer la Liverpool School of Tropical Medicine, basée en Angleterre, dont les années préparatoires pour les étudiants sélectionnés en Afrique se font à l'université des élites Witwatersrand en Afrique du Sud, précisément à Parktown, Johannesburg. C'est donc après ces classes d'imprégnation que David Coulibaly se retrouve à Liverpool pour valider un diplôme d'assistance humanitaire professionnelle avant d'immigrer au pays de l'oncle Sam. C'est dans le Big Apple, ou la grosse pomme en français, le petit nom de caresse de New York City. Là, au Metropolitan College, il est rétrogradé à une année d'évaluation, règle à laquelle est soumis tout étudiant étranger qui vient étudier aux États-Unis. Du 7 janvier 2012 jusqu'en fin 2014, Coulibaly obtient avec brio sa licence en lettres modernes. Comme la cerise sur le gâteau, cela lui ouvre grand les portes de l'une des 10 meilleures universités des USA.
Localisée en Indiana State, Notre-Dame University, fondée en 1842 dans la ville de Notre-Dame, a formé d'éminents cadres et leaders étrangers ou américains, dont son Excellence Joe Biden, l'actuel président des États-Unis. Les études de David Coulibaly à Notre-Dame University sont sanctionnées d'un master international de maintien de la paix dans le monde. Avec son master en poche, David Coulibaly va faire des stages concluants au sein de quelques institutions américaines et internationales. Mais c'est avec Save the Children, un organisme sentinelle des Nations Unies pour la protection des enfants, que sa carrière professionnelle va véritablement prendre son envol. De 2008 à 2010, il est assigné au département spécialisé dans la protection des enfants exploités dans les recrutements clandestins dans l'industrie du football. David sert pêle-mêle en tant que directeur de campagne lors de certaines élections locales américaines. Par ailleurs, il passe quelques années aux Philippines dans l'organisme international chargé de recherche pour la consolidation de la paix dans le monde. Depuis octobre 2020, il est le directeur de département de santé publique du quartier Bronx, New York. Il est chargé de galvaniser les agents de santé à l'assistance des résidents contre la propagation du Covid-19 et tout ce qui s'y rattache. Enfin, il ne serait point superflu de rajouter qu'en parallèle à cela, David est professeur d'études de paix et de justice à Pace University au sud de Manhattan. Chers téléspectateurs du Speak Out Show, ceci est une succincte présentation de notre invité, M. Ahmed David Coulibaly, qui nous fait l'amitié d'être présent dans notre studio pour en savoir davantage sur ses activités dans les communautés américaines, africaines et ivoiriennes aux États-Unis d'Amérique. Waouh, M. David, vous êtes un homme très cultivé. Alors dites-nous, à quel moment auriez-vous ressenti le besoin de gravir tous ces échelons dans votre vie? Là, je suis vraiment humble devant vous et tout. Vous savez, je suis avide, je suis gourmand, je suis toujours à l'affût de la connaissance. Donc j'aime vraiment toujours me cultiver, j'aime toujours aller vers la connaissance. Donc, chaque fois qu'il y a l'opportunité d'apprendre, j'apprends. Parce que dans la vie, il faut toujours apprendre. Surtout que le monde est en rapide développement. Il y a toujours des nouvelles choses qui sont là. Donc, il faut toujours continuer à se mettre à niveau. Donc, voilà ce qui explique un peu mon engouement pour les études et bosser dans différentes entreprises. Ah, d'accord. C'était un pari sur vous-même. Oui, exactement. Et ça a porté ses fruits. Ah, merci beaucoup. Et là, on continue toujours de se surpasser et continuer à apprendre toujours. On ne finit jamais d'apprendre. Pour revenir au social, vous savez, les gens parlent beaucoup de vous, hein, M. David. Ah bon? Pour l'unique raison que vous êtes très serviable en comparaison à d'autres cadres de la communauté. Alors, qu'est-ce que cela représente pour vous d'être aux bons soins des besogneux? En fait, je suis profondément inspiré et passionné et quelqu'un qui aime vraiment aider sa communauté. Donc, dès que je suis au courant des ressources qui peuvent être mises à la disposition de la communauté, là, je me rassure à ce que les communautés ont accès à cela. Et ça m'inspire. Ce qui m'inspire le plus, c'est de donner, d'aider. Donc, quand tu donnes, ça t'inspire. Quand tu ouvres les opportunités à d'autres personnes, ça t'inspire. Donc, oui. C'est quelque chose en tant que musulman, en tant que religieux, c'est quelque chose qui me pousse vers l'action. Alors, quels sont vos rapports avec les gens que vous avez aidés? Il y a un suivi? Il y en a qui ont pu émerger, sortir un peu de la souffrance et tout? Absolument. Donc, en fait, j'ai bossé pour une structure qu'on appelle African Community Together, qui aide les Africains ici aux États-Unis à avancer socialement, économiquement et politiquement. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont été vraiment sorties des affres, même de la pauvreté. Aussi, on a aidé aussi à avoir les papiers ici. On les a arrachés des mains des avocats vers eux. Ceux-là même qui tombent sur des personnes qui viennent aux États-Unis pour avoir un lendemain meilleur. Mais ces personnes-là commencent à se faire passer pour des avocats alors qu'ils ne sont pas avocats. C'est vrai, cela existe? Bien sûr, ça existe. Et puis, ça tombe vraiment... Nos communautés sont mal informées. Et ces personnes-là tombent sur ces pauvres personnes qui ne veulent que se légaliser aux États-Unis. Donc, notre structure, lorsque j'y bossais, c'est vertu à donner ce service-là de façon à moindre coût ou gratuitement
à nos différentes communautés. On a pu aider plusieurs personnes comme ça aux États-Unis qui aujourd'hui ont les papiers, qui peuvent voyager, sortir, qui peuvent aussi bosser. Donc il y a toujours un suivi. Tous les lundis de chaque mois, il y a des réunions qui sont là pour vraiment informer la communauté de ce qui est fait, de ce qui est là. Et voilà. Ok, merci M. David. Je vous en prie. On le sait, vous avez vraiment abattu un travail pharaonique lorsque le Covid-19 était à son paroxysme. C'était vers mars 2020 jusqu'à fin 2021, si on pourrait le dire ainsi. Ouais. Alors, les immigrés étaient très agrippés à votre ONG, African Communities Together. Ouais. Alors, vous avez été d'un apport incommensurable pour beaucoup de gens. Dites-nous comment s'est déroulé, comment s'est concocté toute cette ramée, cette affaire. Merci pour cette question. D'abord, j'aimerais dire que je suis très content et je suis content d'avoir appartenu à cette équipe-là qui s'est rassurée que les communautés ont droit et ont accès aux ressources lorsque le Covid battait son plein. Et la plupart des personnes étaient à la maison et nous étions dehors. En ce moment, j'avais déjà fait la transition d'African Community Together pour venir travailler pour la mairie de New York. Donc, je travaille directement pour le maire de New York en tant que le directeur de tout ce qui est action Covid. Mais cela s'est fait toujours avec l'aide aussi des différentes ONG comme African Community Together qui m'envoyaient toujours une équipe pour bosser ensemble. Donc, nous étions matin, midi, soir dehors, ou bien par le téléphone, ou bien par les informations, lorsque nous partageons les masques, les gels douche, comment on appelle ça, les hand sanitizer, les gels pour se nettoyer. Oui. Et les informations aussi, parce qu'il y a beaucoup de campagnes de désinformation aux communautés. Et j'avais accès aux vannes pour que les gens puissent soit se vacciner, soit se tester. Donc ça, c'était mon boulot et c'est toujours mon boulot jusqu'à présent. Se rassurer que les communautés ont accès à tout ce qui peut leur permettre de se protéger contre cette pandémie. Le test, actuellement, j'ai accès à beaucoup de tests que je suis en train de... nous sommes à travers la mairie de New York en train de donner à toutes les mosquées et aux églises. Donc nous continuons toujours ces actions-là pour pouvoir protéger nos différentes communautés. Donc je suis très content d'avoir été au front. Au lieu qu'il y a certaines personnes qui sont restées à la maison, pas parce qu'ils voulaient rester à la maison, mais n'ont pas eu cette occasion-là de servir. Donc, comme j'ai dit, je suis passionné, je suis poussé par l'action. J'aime servir. Donc, en ce moment, nous avons été dehors et nous avons pu servir non seulement la communauté africaine, mais tout New York City. Oui, j'étais présent, j'ai vu des Mexicains. Exactement. Des ressortissants de l'Amérique latine et tout. Ils n'avaient pas que les Africains. Merci beaucoup. Et si on parlait un peu de culture, vous avez récemment célébré Son Excellence M. Inza Camara, juste après sa nomination au poste de consul général de la République de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que M. Inza Camara est pour vous? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Je vais dire en Nouchi, Inza Camara, c'est mon vieux père. Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, c'est mon vieux père, c'est mon vieux mort. C'est le parrain de la communauté ivoirienne. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment... Ce n'est pas fortuit qu'aujourd'hui, il a le consul général de la Côte d'Ivoire ici à New York. C'est des années de service auprès de la communauté qui lui ont donné, comment on appelle ça, ce titre-là aujourd'hui. Donc, nous avons voulu vraiment le célébrer. Et le consul, l'ambassadeur, son Excellence, M. Inza Camara, a été célébré par beaucoup de personnes, par les religieux, par l'ambassade, mais moi aussi, j'ai voulu aussi rassembler par les chefs coutumiers aussi. Donc, je suis assis, je me suis dit, mais pourquoi ne pas, nous, en tant que communauté ivoirienne, recevoir l'ambassadeur? Et cela a été fait sur fonds propres. Quand il dit sur fonds propres, ça ne venait pas de David Coulibaly, ça venait de tous les membres de la communauté ivoirienne. Certes, certaines personnes ont donné $20, $50, jusqu'à jusqu'à $5,000. C'est quelque chose qui n'a pas été fait dans la communauté ivoirienne. Et généralement, les gens attendent toujours que nos politiciens, nos autorités puissent donner de l'argent. Nous avons vu Miss Koné qui s'est décarcassé pour la recette de... Exactement, exactement. Pour vous? Miss, voilà, Assetou Koné, c'est une grande sœur à moi et voilà, qui m'a épaulé. Et elle aussi avec Antoinette et d'autres personnes qui... C'était pas moi seul, bien vrai que j'étais la tête pensante, la personne qui était devant, mais c'était une équipe qui poussait. Donc, il y a Assetou qui était l'une des... Comment on appelle ça? Président du comité d'organisation avec Madame Assetou Koné.
Ah, ok. Assetou Kone, non, Assetou Kone, Madame Miss Kone, et avec Madame Aïbo Antoinette, ces deux dames-là m'ont épaulé et m'ont poussé. Donc, Assetou, c'est ma grande sœur qui m'a épaulé, et en plus d'autres personnes qu'on ne peut pas dire tous les noms. Donc, comme je disais, c'est un événement qui appartenait à la communauté. C'est la communauté qui a organisé pour pouvoir célébrer notre nouveau consul. Avec, non seulement avec tout ce qu'il a abattu dans la communauté, nous aussi on voulait de notre manière le célébrer et puis lui dire que nous sommes très contents de l'avoir comme notre consul et à travers lui consolider le lien social et célébrer l'amour entre les Ivoiriens et renforcer notre communauté ivoirienne pour qu'on devienne encore plus fort. Vous savez, je bosse pour beaucoup de communautés. Quand je les vois dans qui sont structurés, et moi-même je les aide à se structurer. Pourquoi ne pas aider ma communauté à devenir encore plus forte? Donc, je pense que c'est dans ce sens-là. Je pense qu'avec son essence, Isaac Camara, les choses vont aller très bien dans ce sens-là, où nous allons vraiment aider à rehausser la communauté ivoirienne de l'avant. Okay. En parallèle à cela, je vois que vous êtes en étroite collaboration avec M. Isaac Camara. Qu'est-ce qui suscite cette union, cette envie de vouloir travailler avec lui? Il est bon, il nous permet de travailler en tant qu'Ivoirien. Un modèle pour vous. Voilà, c'est un modèle pour moi. C'est quelqu'un vraiment qui a bataillé depuis très longtemps, qui s'est battu pour le président de la République, Alassane Ouattara. Donc c'est quelqu'un avec qui j'apprends beaucoup. Donc, pour ne pas trop tergiverser, je pense qu'avec lui, comme je l'ai dit maintenant, la Côte d'Ivoire va aller vraiment de l'avant. On a vu ce qu'il a organisé récemment à Abidjan, le mot m'échappe, où il a fait venir une vingtaine ou trentaine d'organisations américaines pour venir investir en Côte d'Ivoire. Donc voilà, tout ça, c'est des actions qui m'inspirent. J'ai envie d'être en tant qu'un Ivoirien aussi au service de la Côte d'Ivoire qui mobilise les différentes organisations pour venir investir en Côte d'Ivoire. Donc c'est ma relation avec lui et je le soutiens dans ses actions sociales, politiques et civiques qu'il mène. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous prie de rester en notre compagnie, David. Nous allons rendre momentanément l'antenne pour le déroulement du journal qui se nomme MAP Info et après ça on revient à vous. Merci. Téléspectateurs, à présent, le journal MAP Info pour vous. Monsieur, dames, bienvenue au sommaire. À compter du 31 mars 2022, la carte nationale d'identité ivoirienne en format actuel ne sera plus usuelle. Pour cause, les raisons de sa caducité dans ce journal. Lancé en décembre 2021 par le Premier ministre ivoirien, son Excellence Patrick Achi, l'adressage des rues de Côte d'Ivoire a commencé par la commune de Koumassi à Abidjan. C'est la commune du maire Cissé Ibrahim Bakongo, distinguée par le prix de l'excellence 2022 comme le meilleur maire de Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons sous peu. L'effondrement de 2 immeubles en espace de 2 semaines dans la ville d'Abidjan a fait de nombreuses pertes en vies humaines et en matériel. Ainsi donc, sous la supervision de l'État de Côte d'Ivoire, les autorités de tutelle ont arrêté des mesures drastiques visant toute personne entreprenant des constructions anarchiques et inadéquates aux bonnes normes. À voir aussi dans ce journal, la JNFM, c'est la Journée nationale des femmes des médias et dans les médias. Elle est initiée par les femmes ivoiriennes qui exercent dans ce corps de métier et non des moindres. C'est à l'ISTC, Institut Polytechnique des sciences et techniques de la communication, qu'elle s'est déroulée à la date du 31 mars 2022. En attendant l'inauguration officielle de la nouvelle salle de conférence de la Maison de la Presse d'Abidjan, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a reçu des mains de l'architecte de l'ouvrage les clés de ladite salle. C'était en mi-mars. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir.
claironné il y a de cela quelques mois la campagne qui consiste au remplacement des cartes nationales d'identité ivoirienne de l'an 2009 au Basson-Plein. Ce sont donc au total 886 bureaux et 2 bus pour les enrôlements mobiles qui sont mis à la disposition des requérants par l'État de la Côte d'Ivoire pour l'établissement de la nouvelle carte nationale d'identité. Le directeur de l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, nous en donne de plus amples détails. Il faut dire que ce n'est pas maintenant que les opérations spéciales ont commencé. Il faut dire peut-être que c'est maintenant qu'il y a un peu beaucoup plus d'engouement autour des opérations spéciales. Mais ce sont des opérations qui sont là depuis plus de 2 ou 3 mois pour Abidjan et même pour l'intérieur du pays, parce qu'on a des opérations éclatées que nous faisons depuis. Maintenant, nous avons renforcé le dispositif. C'est peut-être pour ça que maintenant, on pense que c'est maintenant que les opérations spéciales ont commencé. Mais depuis toujours, on a nos centres qui fonctionnent, mais que maintenant, on a décidé d'étoffer un peu, encore plus le dispositif. Parce que je sais qu'en cette période-là, il y a beaucoup de personnes qui pourraient s'adonner à des activités illicites autour de nos sites. On veut préserver les populations, c'est pourquoi on les oriente d'aller vraiment dans les endroits homologués et dans nos sites uniquement et de ne payer que ce montant. Et donc, après le paiement du timbre, alors la personne, si c'est pour un renouvellement, doit se munir de son ancienne carte nationale d'identité ou de la photocopie de cette carte ou simplement du numéro de cette carte si elle l'a plus. Et ensuite venir dans notre centre pour procéder à son enrôlement. Si c'est pour une nouvelle demande, c'est-à-dire pour quelqu'un qui n'a jamais fait de carte nationale d'identité, il faudra venir avec un extrait d'acte de naissance et un certificat de nationalité, tous les deux de moins d'1 an. Lancé par le Premier ministre depuis le 16 décembre 2021 dans la commune de Koumassi, eh bien, c'est dans cette même commune qu'ont démarré depuis bientôt 1 mois les travaux de l'adressage en Côte d'Ivoire. Désormais, les rues et les routes du district d'Abidjan auront chacune un unique identifiant d'adressage. Cette opération qui vise à donner à chaque citoyen une adresse permettant de faciliter l'orientation et la circulation dans les villes. Cependant, les opérateurs terrain sillonnent depuis quelques semaines les différents quartiers de Koumassi et possèdent de numéros de porte et à la pose des panneaux de voirie. Reportage de nos correspondants à Abidjan. Koumassi, situé à quelques dizaines de minutes de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Koumassi est l'une des 13 communes qui composent le district d'Abidjan. Elle est plus précisément dans la zone sud d'Abidjan, dans le prolongement de l'île de Petit Bassam. Elle s'étend sur une superficie de 874 hectares, soit 2,4% de la ville d'Abidjan. Koumassi est une presque île avec une belle façade lagunaire. Elle comprend 14 quartiers qui habitent une population de plus de 433,139 habitants. Et c'est dans cette rénovée commune de Koumassi du maire Cissé Ibrahima Bakongo que les autorités en charge de l'adressage en Côte d'Ivoire ont opté pour l'entame de cette opération titanique qui semble-t-il s'étendra sur quelques années. Il faut notamment souligner que ce projet n'est pas à son premier essai. Nous l'a laissé entendre M. Alphonse Nguessan, le directeur de l'adressage. Le projet d'adressage des voies et lieux publics d'Abidjan a démarré depuis 2018, donc ce n'est pas maintenant que ça va être lancé. Et donc depuis 2018, nous avons engagé l'étude de faisabilité qui a permis de décliner un certain nombre d'activités préalables à réaliser. Ces activités ont porté sur la prise en charge de ce qui a marché dans les anciens projets d'adressage, parce que ce n'est pas le premier projet que nous faisons à Abidjan. Il y a déjà eu par le passé d'autres projets. Et donc, il fallait faire le bilan de ces projets-là, savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et comment conduire à bien le nouveau projet que nous mettons en œuvre. Donc, cette étude de faisabilité nous a permis, de 2018 à 2019, de faire un bilan des projets qui se sont réalisés, en s'inspirant bien sûr de l'expérience d'autres pays. De ce bilan, il a été arrêté un certain nombre d'activités préalables à mettre en œuvre, au-delà des choix techniques que l'étude de faisabilité nous a prescrits, c'est-à-dire quels sont les territoires sur Abidjan qu'il fallait adresser.
méthode d'adressage il fallait adopter, l'étude de faisabilité nous a également donné comme recommandation la mise en place d'une commission nationale de toponymie. Parce qu'il est ressorti de l'étude que les anciens projets que nous avons eu à faire, si ces projets n'ont pas pu prospérer, n'ont pas pu aboutir, atteindre les résultats qu'on s'était assignés, c'est véritablement dû à la question de la dénomination des voies. Je voudrais indiquer que Abidjan aujourd'hui compte plus de 12 000 noms et demander aux collectivités décentralisées de dénommer 12 000 voies comme cela s'est passé en 1995 est un exercice très difficile. Donc, le nouveau projet a recommandé préalablement à la mise en œuvre opérationnelle du projet de mettre en place une commission nationale de toponymie qui allait être l'organe fédérateur de toutes les dénominations qui devaient se faire sur les communes. Également, une autre des recommandations a été la mise en place d'outils pour faciliter cette dénomination, c'est-à-dire une base de données de noms. Et donc, cette activité a été confiée à l'Université d'Abidjan pour trouver 12 000 noms aujourd'hui pour la dénomination des voies. Parce que les projets d'adressage ne devraient pas se limiter à la seule ville d'Abidjan. Abidjan est notre capitale économique et le projet s'est fait à Abidjan, mais il fallait l'étendre sur le territoire national. Après arbitrage et instruction de la primature du gouvernement, est logée au Bénin. Cette centrale comporte en son sein une équipe locale et une équipe d'assistance technique internationale outillée dans les projets d'adressage. Cette centrale a été mise en place depuis 2020 et cette centrale est logée au Bénin. Et donc, c'est cet opérateur qui est amené à conduire le projet d'adressage d'Abidjan de façon opérationnelle sur le terrain. Il était l'invité de la tribune d'échange hebdomadaire dénommée Tout savoir sur, initiée par le Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG, le directeur du guichet unique du permis de construire, la CINESIDB a expliqué que la construction d'un immeuble est soumise à l'obtention d'un permis de construire selon lui. C'est le manque de civisme qui est à l'origine de tous les désastres. Quand on veut construire, il y a un processus légal qui existe qu'il faut respecter. Quand on est malade, on va voir un médecin. Quand on est malade, on ne va pas chez un forgeron, on va voir un médecin. La loi fait obligation à tout maître d'ouvrage, à tout usager qui veut construire, de disposer préalablement d'une autorisation de construire, ce qu'on appelle le permis de construire. Suite à l'effondrement de 2 immeubles seulement à quelques jours d'intervalle, le contrôle des bâtiments en voie de construction, des bâtiments en construction ou même déjà construits s'intensifie. Ainsi donc, pour toute personne épinglée en violation des règles établies par le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, les sanctions se présentent comme suit. Pour les 3 premiers niveaux, nous avons soumis ce chantier aux amendes administratives, avec 12 500 francs par mètre carré de surface bâtie. Pour les constructions sans autorisation, l'amende part de 12 500 à 25 000 francs CFA par mètre carré de surface de plancher bâti. Une peine d'emprisonnement d'1 à 6 mois de prison et la démolition des constructions concernées. Pour la quasi-totalité des bâtiments qui se sont écoulés, en général, c'est des bâtiments qui sont exécutés dans l'illégalité. Quand on ne respecte pas ces dispositions relatives à la construction, on assiste aux écoulements auxquels nous sommes en train de parler. Il y a des économies à ne pas faire. Pour un investissement immobilier, vous avez dit des immeubles qui peuvent s'écrouler, des immeubles de 2 à 3 niveaux d'étage qui s'écroulent, c'est au bas mot 200 à 300 millions d'investissements qui partent à l'eau. Ce n'est pas 2-3 millions à donner à un architecte ou à un ingénieur conseil qui devrait pouvoir être une économie à faire dans ce type de cas-là. Il faudra désormais s'en tenir aux règles que nous cite ici le directeur général du guichet unique du permis de construire. Quand vous obtenez un permis de construire, avant de construire, la première des choses à faire, c'est de sélectionner un ingénieur conseil ou un bureau de contrôle qui va vous accompagner lors de la construction. La première étape, c'est la conception. La conception est l'affaire des architectes.
Le maître d'ouvrage a son projet en tête, il veut faire un bâtiment 3 pièces habitation. Et ça, c'est les besoins qu'il exprime. Il appartient à l'architecte de transformer ses besoins, son projet en réalité à travers la conception, à travers un plan. Pour finir, le DG a précisé que le guichet unique du permis de construire a été créé par décret en mai 2016 pour simplifier et accélérer la délivrance du permis de construire. À en croire Lanciné Sidibé, il a permis de réduire le délai de traitement du permis de construire qui était de 347 jours à 30 jours selon le dernier rapport de Doing Business. Actuellement, soutient-il, le permis de construire est délivré dans un délai d'environ 21 jours. Je vous le disais en titre, la Journée nationale des femmes des médias et dans les médias en Côte d'Ivoire s'est tenue à Cocody dans les locaux de l'Institut Polytechnique des sciences et techniques de la communication ce 31 mars 2022 avec pour invité d'honneur Madame Denise Epoté, directrice marketing de TV5 Monde et présidente au conseil d'administration de TV5 Monde USA et Amérique latine. Madame Oumoubari Sana, directrice centrale de l'AIP, agence ivoirienne de presse et bien d'autres élites féminines. La première journée nationale des femmes des médias et dans les médias, GNFM, a été célébrée le 31 mars 2022 en Côte d'Ivoire. La cérémonie a eu lieu au sein de l'ISTC Polytechnique à Cocody. Cet événement, initié par le réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication, en partenariat avec l'Organisation des femmes reporters photographes de Côte d'Ivoire et accompagné par le Fonds de soutien et de développement de la presse. L'objectif est de créer un espace de discussion en vue du renforcement de la contribution des femmes des médias et de la communication dans la réflexion sur les problématiques sociales. Le constat est permanent, c'est l'absence des femmes dans les contenus médiatiques ou alors leur très peu possibilité d'être visibles dans les médias, que ce soit des médias classiques, des médias un peu plus contemporains dans le sens entendu que nous connaissons, mais aussi par rapport aussi aux questions de la promotion récurrente, pour ne pas dire la permanence dans la résurgence des stéréotypes et des préjugés sur les questions de genre, les questions de femmes. Et donc c'est créer un espace de rencontre, mais de réflexion pour faire en sorte qu'on ait une forme de pérennisation dans cette problématique, dans sa gestion, parce qu'on a eu des ateliers, il y a des formations, il y a des rencontres, il y en a depuis toujours, mais on n'a pas le temps de vraiment impacter. Et cette journée est pour nous un moment de rencontre annuelle qui va nous permettre de faire le point, l'état des lieux et de réorienter nos réflexions quant aux questions de genre dans les contenus médiatiques. Il s'agit également de porter la lumière sur la situation des femmes des médias et de la communication et des femmes en général dans les contenus médiatiques. Plusieurs activités ont ponctué cette première édition. Panel, formation sur le photojournalisme, sur le leadership, le genre, les contenus médiatiques, exposition photo des pionnières des médias en Côte d'Ivoire. En marge de la célébration, un concours de photographie dénommé Prix Rosine Diodan a été lancé. Ce prix a pour but de faire la promotion des femmes photographes et reporters de Côte d'Ivoire. Donc le prix Rosine Diodan qui a pour marraine Denise Epoté. Rosine Diodan, c'est une des plus grandes journalistes ivoiriennes qui a fait toute sa carrière à Fraternité Matin. Et Denise Epoté, on sait qui c'est une grande journaliste de TV5 Monde qui est aujourd'hui directrice marketing de cette chaîne de télé. Et il y a aussi 3 prix de femmes photographes. Il y a le prix Awa Cissé, qui est du nom de la première femme photographe du Côte d'Ivoire. Il y a le prix du nom de Madame Martine Dissé, qui est une des deuxième génération, mais aussi brillante femme photographe. Et puis mes jeunes consoeurs, femmes photographes, m'ont fait l'honneur de nommer un prix à mon nom, le prix spécial Agnès Crédit, qui en termes d'image aussi va peut-être impacter notre approche, notre perception et la promotion donc, de l'image des femmes des médias. Donc on ne doit pas baisser les bras. On dit qu'on va se battre. Et rien ne nous effraie. Aujourd'hui, les femmes photographes en Côte d'Ivoire, rien ne nous effraie. Notons qu'il existe une faible représentativité des femmes dans les médias ivoiriens, soit 20% des 959 professionnels référencés par la Commission paritaire d'attribution de la carte de journaliste professionnel et de professionnels de la communication, CIGP, en 2022. Les femmes souffrent aussi d'une faible représentation au poste de décision dans les rédactions et institutions médiatiques.
ce qui ne leur permet pas d'impacter significativement la qualité et la quantité des informations consacrées au genre. Selon la présidente Agnès Crédy, un espace d'échange et de réflexion existe désormais pour mettre en avant les femmes au sein des structures et institutions médiatiques et les valoriser davantage dans les contenus qui sont produits et diffusés. La maison de la presse 6 au Plateau a été dotée d'une salle de conférence moderne avec du matériel de pointe. Le président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Koulibaly, en a reçu les clés. Ainsi s'achève ce journal Map Info du magazine Speak Out Show. Merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs. Nous vous rappelons à toute fin utile que ce programme télévisé est diffusé tous les mercredis de 12h30 à 13h30 sur tous les bouquets de Manhattan, New York City. Pour les abonnés de FAES, nous sommes sur la chaîne 36. Pour les abonnés de RCN, nous sommes sur la chaîne 85. Enfin, pour les abonnés de Spectrum, nous sommes sur la chaîne 67 ou alors 1998 pour la diffusion en version HD. Au revoir. Vous êtes à la recherche d'un endroit convivial, super chic, séminaire, réunion, mariage, dîner gala, anniversaire d'ordre, baptême, Nour Event. Votre espace événementiel vous ouvre ses portes. Situé à Cocody Angré, non loin du nouveau CHU, contact 01 43 20 93 07 85 15 05. Nour Event, c'est une touche de lumière à vos événements. Eh bien, merci. Voilà, c'était le journal Map Info. On est de retour dans ce studio pour la suite de l'émission Speak Out Show avec M. David Koulibaly. Eh bien, David, nous voici de retour alors pour la suite de cet entretien. Dites-nous, vous êtes professeur à Pace University de New York. Alors, comment avez-vous intégré ce milieu hermétique? C'est un environnement qui n'est pas permis à tous, surtout pour un immigré francophone africain dans un pays anglo-saxon. Effectivement, ça fait... Il y a certaines personnes, je me rappelle la première fois que nous sommes allés dans la classe, voilà. Les élèves m'ont regardé, ils ont dit, mais vous cherchez une place? J'ai dit, non, I'm Professor Koulibaly. Ils ont dit, oh, wow! Donc, ils voient un Africain et tout. Voilà. Et pour l'histoire même, j'ai même croisé des Togolais qui étaient là-bas, qui m'ont dit, ah, vous bossez quoi ici? J'ai dit, non, je ne bosse pas ici, j'enseigne ici. J'ai dit, ah! C'est vraiment bien de voir un Africain qui enseigne à Pace University, une si grande école privée et tout, voilà. Prestigieuse. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est comme ça. Donc, pour l'histoire, je suis quelqu'un qui parle anglais depuis très longtemps. Et comme je l'ai dit avant... Ah bon, comment c'est parti, vous et l'anglais? Alors là, vous me permettez de faire un clin d'œil à mes parents. Parce que j'ai fait mes études en Angleterre, j'ai fréquenté en Afrique du Sud, dans les pays anglophones. Et c'est ces personnes-là qui m'ont vraiment fait bouger beaucoup. Pour un enfant qui est né à Toukoubé dans les ghettos, mais j'ai fait, même à Abidjan, depuis à Abidjan, j'étais dans les écoles prestigieuses. Donc quand nous sommes venus aux États-Unis, c'était vraiment comme si j'étais déjà dans mon bain. Et mon insertion a été un peu plus facile, contrairement à beaucoup de personnes. Donc je suis venu directement et j'ai continué mes études encore directement en anglais. Donc, en tant qu'un francophone, cela m'a été, voilà un peu ma chance. Mais rapidement, j'aimerais dire aussi que ce n'est pas tous les Africains qui ont cette chance-là de s'intégrer. C'est un peu difficile. Mais j'encourage les frères et sœurs de ne pas abandonner. Chacun n'a pas les mêmes histoires. Mais il faut vraiment, comme on le dit dans nos jargons en Côte d'Ivoire, il faut batailler. Il faut... malgré tout ce que j'avais comme cet atout-là, ils ne m'ont pas appris la politique, ils ne m'ont pas appris à enseigner, ils ne m'ont pas appris beaucoup de choses. Je me suis collé à d'autres personnes. À certains clubs ici à New York quand je suis venu pour pouvoir apprendre, pour pouvoir vraiment maîtriser la vie sociale ici aux États-Unis. Donc, tu peux avoir toutes les chances à tes côtés, mais toi aussi, il faut savoir explorer ces différentes choses-là. Donc, je ne suis pas resté assis, j'ai été toujours dans le club politique, dans le club démocrate, républicain, pour comprendre la politique, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes implantés dans la politique américaine et que nous sommes professeurs, nous enseignons ce qu'on appelle introduction à l'étude de paix et de justice. C'est un grand parapluie et où il y a beaucoup de choses, que ce soit droit international, que ce soit l'analyse de conflits, voilà, pour ne pas trop parler. Voilà un peu. Je sais qu'il y a beaucoup dit, mais... Eh bien, oui, c'est pour ça que vous êtes là, justement. Voilà. Si vous avez des choses à dire, il faut le faire.
Alors, parlant de politique, je sais que vous êtes très sollicité dans l'organisation, surtout de l'élection présidentielle, quand cela arrive en Côte d'Ivoire. Oui. Alors, comment cela est venu? Pourquoi vous, parmi tant d'autres? Effectivement, j'ai fait la science politique, donc tout ce qui est politique, tout ce qui est action pour pousser la communauté à sortir massivement à voter. Donc, je suis dans ces différentes organisations-là. En 2015, nous avons été sollicités encore par l'ambassadeur Inza Kamara. En ce moment, il était déjà ambassadeur Inza Kamara. Beaucoup d'hommes ne le savaient pas en ce moment-là. C'est maintenant qu'il y a des polémiques. Je ne vais pas tomber dans les polémiques. Il était déjà ambassadeur et qui nous a sollicité, moi avec d'autres collègues, pour faire le recensement général de la communauté ivoirienne ici à New York. Donc, nous avons fait ça avec brio. Nous avons aussi mené les élections aussi. Et voilà, c'est parti. Chaque fois qu'il y a les élections ivoiriennes ici, nous sommes, comment on appelle ça, on nous fait appel et nous venons pour mettre notre expertise au service de notre État. Ce n'est pas forcément, il faut aller jusqu'en Côte d'Ivoire pour servir, même étant ici, on sert le pays à travers ces actions-là. C'est vrai, vous étiez chef de bureau à l'élection 2020. Yeah. J'ai même détaché une équipe, mais vous n'étiez pas présent ce jour au bureau pour un reportage. Oui, j'avais bougé. Ouais, on m'a dit que vous étiez très pris ce jour-là. Ouais. Alors David, si on parlait de gastronomie ivoirienne en particulier et africaine en général, la Côte d'Ivoire vient de bénéficier d'un restaurant supplémentaire, c'est le Yop Siri. Et notre équipe de la rubrique dénommée le micro-baladeur y a fait un tour. On le découvre. Au menu aujourd'hui. On a la soupe de tête de cabri avec les boyaux dedans, avec de la chicken. So we have goat head soup with the stomach inside, pepper soup with a chicken or rice at 2324 Arthur Avenue. 2324 Arthur Avenue. Look how beautiful that is, guys. Come. Foutou banane, sauce graine, soso, gigot fumé, braisé, pintade braisée, le gaba avec de la tchéké. On a le placali avec le placali qui est là, avec la sauce copée. Puis nous avons la soupe de poisson avec la tchéké. Nous avons le soso grillé avec la tchéké, la pintade fumée avec la tchéké, le gaba bien sûr, toujours avec la tchéké, avec la loco aussi. Avant, Jean-Jacques et Adélaïde faisaient de la cuisine à domicile à Boston pour les livrer aux clients sur commande à New York. Il fallait donc parcourir 3 heures de route, et cela exclut les kilométrages à faire dans les différentes communes de New York, où ils doivent rencontrer leurs clients. Bronx, Manhattan, et Queens. Cela va durer quelques années. Mais tous les deux, ils nourrissaient secrètement le rêve d'ouvrir un restaurant dans la ville de New York, car parfois, la conservation inappropriée de la nourriture leur causait d'énormes pertes financières. Les difficultés sont nombreuses, parce que d'abord se réveiller tôt le matin, des fois on venait à New York et il y avait des plats qui n'étaient plus bons, donc il fallait les jeter. Il n'y avait pas assez d'argent aussi pour continuer, donc des fois on devait arrêter, travailler normalement, avoir de l'argent, recommencer encore, venir livrer de porte en porte. C'était réellement des difficultés parce qu'il y a la pression aussi des clients, parce que les clients ne comprenaient pas qu'on quittait de loin pour venir leur livrer la nourriture. Donc c'était pas facile. Avec leurs économies, ils achètent ce restaurant qu'ils nomment Yop City. C'est le nom de la plus grande commune d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Pourquoi ce choix? Moi par contre je viens de Makori et ma femme vient de Yop. Et puis bon, Makori c'est un peu calme. Donc on disait bon,
on allait prendre Yop, comme Yop City est plus chaud, la commune de Yopougon est plus chaude. Donc on a dit, bon, on va prendre Yop City. Et bon, il n'y avait pas de nom ici, Yop City à New York, donc on a décidé de prendre ce nom. Ça fait quelques semaines que ce restaurant a ouvert ses portes dans le Bronx. Ils ont investi plus de 160 000 $ pour en être les propriétaires. C'est Yop City qui domine à présent. You want to bamba? You wanna G with the big boys? Now you the rock, get the kitty, you the rock, get a coffee drink with a drop cup. Ha! Hey! Take a see how the thing goes. How the thing goes. Oh, you're telling me who been through. And who? Ha! Okay. Le baptême de feu est réussi. C'est le grand opening. Le restaurant est inondé de clients. Tout le monde est là pour admirer la nouvelle enseigne du restaurant. Et Jean-Jacques, ce féru de la gastronomie, fait mes de pied pour s'assurer de la satisfaction de sa clientèle, composée d'Africains, d'Américains et d'Européens. Un métier exigeant aux États-Unis qui est soumis au contrôle rigoureux des règles d'hygiène et de traitement des clients. Alors, vous concernant, comment vous êtes venu à la cuisine? On sait qu'en Afrique, ce n'est pas trop la chose des hommes, surtout cette Afrique patriarcale. Bon. Alors, comment est-ce que vous avez appris à cuisiner? Bon, c'est ma mère, au fait. Je n'ai pas réellement appris la cuisine chez moi, mais je la regardais préparer. Et avant de connaître ma femme, avec mes amis déjà, qui goûtaient déjà ma nourriture, ils appréciaient réellement. Donc je peux dire que peut-être c'est un don. C'est un don qui est inné. Somptueux local. Mais qu'est-ce qu'on y mange? Bon, chez nous, on a un peu de tout parce qu'on travaille sur l'authenticité. On a un menu qui varie de jour en jour. Nos soupes varient. Chaque jour, c'est quelque chose de différent. On a le copé, sauce gnagna avec... on a le gaba, comme vous connaissez, le sousseau grillé qui est très bon, le dibi fumé avec la pintade fumée. Venez découvrir. Il y a le kejenou de tout. On a tout ici. Vous pouvez même demander et on le fera. On est ici pour vous servir. Est-ce que vous faites aussi du service traiteur? Oui, on fait le service traiteur, que ce soit mariage, baptême, anniversaire. On fait tout. Tout ce que vous avez besoin, on est là à votre service. Okay. Comment on peut vous contacter? Vous pouvez nous contacter sur le 631 561 25 18 et aussi sur notre Facebook. Vous pouvez nous contacter aussi sur notre Instagram. On est sur tous les réseaux sociaux, WhatsApp. Vous pouvez nous appeler, on est là pour vous. Quelles sont vos impressions déjà? D'abord, le local. Quand tu regardes, tu arrives, l'accueil est très bon. Quand tu arrives, tu es bien accueilli, c'est très propre. Et ça, ça compte. Et le repas est impeccable. Je viens de manger un gros plat de foutou avec une sauce pistache et du poulet bicyclette bien préparé. C'est pas pimenté, c'est bien assaisonné. Vraiment, ça fait le goût. Et c'est très bon. J'invite tous les Ivoiriens à venir déguster. Quand ils arrivent à New York, ils doivent savoir qu'il y a un coin qu'on appelle York City. C'est dans le Bronx, à Tur Avenue, 23-24. Ne ratez pas, parce que c'est très bon. Si certains désirent manger sur place, d'autres préfèrent les plats emportés. Le service est impeccable. Pour un nouveau restaurant, je pense que c'est le plus qu'on peut espérer ici. Merci. Voilà, soutenir le business de notre frère, parce qu'entre Africains, entre Ivoiriens, il est très important de pouvoir se soutenir, surtout ici aux États-Unis où on n'a pas une forte communauté. C'est la raison qui justifie à ma présence ici ce
soir. Alors, merci à tous. Merci. Je vous souhaite bon vent, bonne chance. On espère qu'on pourra éventuellement de temps en temps se retrouver ici. Merci. Merci beaucoup à tous. Les clients arrivent. Lorsque Adélaïde est occupée au fond de la cuisine, c'est Jean-Jacques qui s'en charge. Les clients sont contents. Il n'en demeure pas moins pour Jean-Jacques et son épouse Adélaïde. On est très très heureux de servir la communauté de New York. Ça a toujours été notre rêve. Donc c'est comme un dream come true, comme les Américains le disent. Donc je suis très heureuse d'être ici. Hello, how are you? It's my time, Mona. How you feeling? Good. That's good. You want to sit down for a second? Avec un personnel très discipliné, une gestion rigoureuse, accompagnée d'amabilité et de bonne humeur, le Yob City se hisse déjà au rang des restaurants au standing de New York. On est fermé le lundi, on a ouvert du mardi au dimanche. Le mardi, on a ouvert de midi à 22h. Le mercredi, midi à 22h. Le jeudi, on a ouvert de midi à 23h. Vendredi, midi à minuit. Samedi, midi à minuit. Et dimanche, midi à 21h. Étant jeune, on est venu aux États-Unis pour se chercher. Donc, on n'est pas dans l'illégalité, on fait les choses normalement. On aimerait que tout le monde vienne supporter. Quand une jeune personne essaie d'entamer quelque chose de bien, on aimerait l'appel de tout le monde, de tout un chacun, de venir supporter, venir au moins goûter un plat et témoigner. S'il y a une chose à retenir de notre visite au resto Yob City, c'est que Adélaïde et Jean-Jacques sont très enthousiastes. Oh, voilà, David, vous le disiez tantôt, vous avez déjà mangé dans ce restaurant, le Yob City. Alors, votre commentaire? Je suis en train de saliver déjà. Donc, pour vous dire... Quand la nourriture est bonne. La nourriture, c'était du vrai gaba. Je me suis épanoui. Ouais. C'était vraiment bon. Et je suis même parti avec des amis sénégalais qui vivent même pas trop loin, qui ont dit « Ah, mais David, tu nous as montré un vrai coin. » Il dit « Non, c'est la Côte d'Ivoire. » Et vraiment, les décors est vraiment bien. La nourriture, vraiment, comme je l'ai dit. Et je suis en train de saliver en passant même au plat que j'ai dévoré. Parce que c'est ça, hein, vous n'allez pas manger, vous allez dévorer le plat tellement que c'est bon. Ah oui. Surtout pour nous qui vivons ici, qui n'avons pas l'accès très facile au gaba, ou bien au plat cali, au foutou et tout. Donc je pense que Yob City, ça fait penser à Abidjan. Et vraiment, tout bravo à Jean-Jacques pour avoir vraiment créé ces restaurants-là. Je pense que les Ivoiriens vont aller vraiment s'épanouir. J'ai mangé le gaba, je pense que c'est le gaba d'Abidjan, donc il ne faut pas hésiter. Allez vous épanouir. Le bon repas du terroir ivoirien. Exactement. Exactement. Alors David, avant de nous quitter, ceci est ma dernière question. Quel est votre plus bel accomplissement personnel et professionnel? Ça c'est une très belle question. Je ne sais même pas comment répondre, mais je pense qu'il y a plusieurs accomplissements, mais c'est le fait de se mettre au service de la communauté. Donc récemment, avec une équipe, nous avons mis en place ce qu'on appelle ABC, qui veut dire African Building Communities, une organisation qui va servir les communautés africaines et qui va servir d'être un truchement entre les Américains et les Africains qui vivent ici. Voilà pourquoi on dit Africans Building Community. Donc nous allons vraiment jouer un rôle prépondérant sur le plan social, économique et politique. Et nous allons essayer aussi de faire venir les Américains en Côte d'Ivoire et nous travaillons directement dans le renforcement des capacités, dans la résolution de conflits, surtout les jeunes avec les jeunes qu'on appelle à Abidjan de façon abusive, les microbes. Nous ne les appelons pas les microbes, nous les appelons la jeunesse en conflit avec la loi. Donc, cela, nous avons un plan pour eux. Je pense que dans ce mois de juin, dans ce mois de juillet, nous serons à Abidjan pour le lancement officiel de ABC. Et donc, nous allons mettre en compétition 13, comment on appelle ça, ce qu'on appelle les English Clubs, qui vont compétir. Notre manière, c'est de vraiment équiper et occuper comment on appelle ça, la jeunesse ivoirienne. S'ils sont vraiment occupés en train d'apprendre, ils ne vont pas s'adonner à certaines choses. Donc nous allons aller dans les quartiers
et essayer de détecter celui qui est le plus bandit. Et nous allons avoir un programme pilote de 6 mois pour voir leur transformation. Et c'est ce que nous allons faire avec ABC. ABC aussi travaille dans, comment on appelle ça, dans la réduction du terrorisme dans la sous-région. Donc nous avons des partenaires aussi qui vont nous accompagner pour faire des études de terrain et tout. Mon expertise, c'est vraiment dans la transformation des conflits. C'est ce que j'ai étudié à Notre-Dame et c'est dans ça que je suis vraiment un expert. Donc, je pense que c'est cette expertise-là, nous allons le mettre au service de la Côte d'Ivoire, non seulement de la Côte d'Ivoire. Nous avons 4 pays pilotes, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali et le Sénégal. Donc, nous avons tous ces différents partenaires qui sont déjà les partenaires au Mali, les partenaires en Côte d'Ivoire, que ce soit en BBC World Service. Vraiment, les partenaires sont là et ABC va être lancé bientôt. Et on va servir aussi ici à New York. Et nous osons penser revenir ici pour pouvoir parler de ABC en profondeur. Avant de rencontrer tous ces partenaires, de combien de membres est composée votre équipe immédiate, vos proches collaborateurs? Actuellement, les proches collaborateurs sont pratiquement 5. À 5, vous pensez que ça suffit pour pouvoir contextualiser, plus conceptualiser le projet? À New York, ici, nous sommes 5, mais nous avons des représentants. Au Mali, nous avons 2 représentants. Et au Sénégal, nous avons 2 représentants. Et dans chaque pays, nous avons 2 représentants. Et maintenant, on a un représentant régional qui représente toutes ces différentes personnes. Et à New York, ici, nous avons une équipe de 5 personnes pour le moment. Donc, je pense qu'avec cette équipe d'une dizaine de personnes, nous pourrons vraiment, comment on appelle ça, amener à bien ce bateau qu'on appelle le ABC. Ce qui donne ABC, comme on le sait, hein, c'est déjà c'est le début de l'alphabétisation et tout. Donc, et vous savez aussi que j'ai cette expertise-là à trouver, à motiver le volontariat. Donc, un aspect, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais un aspect de ABC, c'est d'amener la jeunesse ivoirienne. Et dans les pays où nous allons travailler, on va commencer avec la Côte d'Ivoire, à s'en donner au volontariat. Et si vous, comme vous l'avez pu le remarquer avec moi, lorsque je sors, il y a beaucoup de personnes autour de moi. C'est des Américains, c'est des Hispaniques, c'est des personnes qui ne sont pas payées. C'est tous des volontaires qui viennent me soutenir pour faire passer. Donc, le sens du volontariat ici aux États-Unis est très aiguisé. Donc, nous allons aussi vraiment entraîner, donner la formation à la jeunesse aussi pour s'en donner à ce truc-là. Quand tu fais le volontariat, tu apprends ce qu'on appelle les skills, des compétences aussi. Donc, je pense que ça va agrandir le nombre de l'équipe. Mais les 5 personnes sont des personnes vraiment, vraiment compétentes. Excellentes. Okay, d'accord. Donc, une personne même peut abattre un travail pas possible. Cela ne nous étonne pas de vous. Mais pour revenir à un point que vous avez soulevé, un point qui est culminant, la situation des enfants en conflit avec la loi. Alors, pourquoi ça tarde leur recadrement? Ça prend du temps. On se rappelle que, paix à son âme, l'ex-ministre, Premier ministre Ahmed Bakayoko, il œuvrait à fond, mais les choses ne donnent pas un résultat satisfaisant jusqu'à ce point. Oui, vous savez, c'est un problème un peu délicat. Certaines personnes les appellent les microbes. Vous savez, les microbes, c'est quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui rentre dans le corps et te détruit. Donc, c'est pour donner cette analogie, pour dire qu'ils sont tellement petits et fragiles, mais dangereux. Donc, ils sont en conflit avec la loi. D'autres personnes veulent partir par la manière forte. Ça ne peut pas marcher. Donc, et pourquoi ça ne peut pas marcher? Ici, aux États-Unis, par exemple, il y a la prison juvénile, hein? Non, mais moi, je suis contre Même les crimes commis à bas âge, il y a une prison pour exactement. Ça. Nous, ce n'est pas une prison où on leur donne des mesures drastiques, mais où on leur impose l'éducation. Vous touchez du doigt quelque chose d'important. Moi, puisque vous savez, je suis enseignant, j'enseigne en Peace and Justice. Je suis quelqu'un qui est contre la justice pénale. Oui, ça a été dit tout à l'heure. Voilà, je suis pour la justice restaurative. Même créer une prison pour mettre les jeunes, je suis contre cela. Donc, je pense qu'il faut apporter une approche restaurative pour pouvoir donner une chance à ces personnes-là. J'ai fait 6 mois aux Philippines. Quand j'étais aux Philippines, je travaillais aux Philippines, ils ont des gangs, des enfants et tout. Donc, j'ai pu travailler avec ces jeunes-là. Pendant 6 mois, nous sommes venus avec ce qu'on appelle ICAP. Je vais dire en anglais, Empowering Children as Peace Agents. Donc, autonomiser les jeunes en tant que des leaders,
de paix dans leur communauté. Mais on a créé 2 organisations pour eux jusqu'à aujourd'hui. World Vision en Philippines, c'est comment on appelle, c'est cette stratégie qu'ils utilisent. Donc nous aussi, nous allons utiliser cette stratégie-là en Côte d'Ivoire. Je suis surpris d'apprendre que la délinquance juvénile règne aux Philippines. Ouais. Et ils ont des gangs pas possibles. Les Philippines, ils sont en conflit, ça fait plus de 50 ans, ils sont en conflit. Hein, et jusqu'à présent, ils sont en conflit. Pourtant, c'est un pays qui est très dur dans les sentences judiciaires. Ah, mais les gangs sont toujours... surtout les drogues dealers, quand vous êtes guilty, quand vous êtes coupable, c'est la pendaison. Ça c'est récent avec, on digresse un peu, mais ça c'est récent avec le président, comme on appelle, Duterte, que j'ai croisé lorsqu'il était maire. Moi j'étais là-bas, lorsqu'il était maire. Et c'est quelqu'un qui tue les gens. Et ce n'est pas une sécurité, c'est une sécurité qui est faite autour d'une personne. Lorsque cette personne n'est pas là, qu'est-ce qui n'est pas là? Il va avoir une violence qui ne dit pas son nom sans précédent. Donc nous, notre stratégie, comme vous avez posé une belle question, pour est-ce que ça tente? Moi, je fais partie de cette école qu'on appelle Conflict Transformation. Donc, c'est quelque chose où nous nous appuyons sur les systèmes existants des communautés. Comme l'école de la seconde chance. Voilà, pratiquement. Et c'est un système qui prend un peu de temps. C'est-à-dire qu'on prend le temps juste pour cultiver. Voilà pourquoi c'est que le programme pilote qu'on a fait en Côte d'Ivoire, nous donnons 6 mois pour voir la transformation des jeunes. Ce n'est pas un truc précis, on ne peut pas transformer quelqu'un un coup. Il faut savoir le contexte dans lequel l'enfant a grandi. Il faut lui dire dans le contexte que tu es là. Voilà. Donc souvent, les gens sont le produit de leur société. Il faut essayer de les enlever dedans ou puis essayer de leur donner une chance. Donc ça prend du temps, mais ça va marcher. Donc je sais que l'UNICEF est là-bas, j'ai aussi bossé en somme, ils sont quelque part, en quelque sorte, victimes du système. Ils sont victimes de la société. Vous savez, la guerre, il s'est passé en Côte d'Ivoire. Hein. Aux États-Unis, ici, on a beaucoup de ce qu'on appelle mental health help. You know? Ici, on donne de l'aide. Mais la guerre est finie en Côte d'Ivoire. Les enfants qui ont été le produit de la guerre, ils n'ont pas eu comment on appelle ça, ces services-là pour voir qu'est-ce qui a été l'impact sur surtout que la guerre entraîne la prolifération des armes. Exactement. On appelle small arm profilation des armes légères. Ouais. Donc, ces enfants n'ont pas eu accès à tout ça. Donc, ça a joué sur eux. Donc, il faut vraiment les comprendre et c'est vraiment, ils sont en conflit avec la loi. Ça prend un peu, l'UNICEF est là-bas, c'est des étudiants que j'ai bossé pour eux, ils sont là-bas aussi. Mais en plus de ça, comme j'ai parlé des ONG, nous irons en tant qu'une ONG pour combler les lacunes de ces différents ONG. Et nous venons avec une approche, puisque nous-mêmes, en tant que des enfants des ghettos, si je vais dans les ghettos, dans les fumoirs pour parler aux gens, ils seront plus aptes à me parler que de parler à des Blancs qui sont venus. Ils viennent, je suis David, je suis ici, je suis né grandi ici, maintenant je suis Ivoirien américain et je suis de retour avec une ONG américaine pour vous aider. Je pense qu'ils vont beaucoup me parler, ils vont s'ouvrir à moi parce que je parle comme eux, contrairement à d'autres personnes. Donc il faut une bonne personne au bon moment pour pouvoir trouver la bonne solution. Donc je pense qu'avec ABC, nous pourrons vraiment jouer un rôle prépondérant. Exactement, pour réduire ce phénomène des enfants en conflit avec la loi. Okay, David, merci d'avoir été des nôtres. Merci pour les questions. Vous m'avez touché avec les questions. Je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes à l'antenne tous les mercredis de 12h30 à 13h30. C'était donc David Coulibaly, immigrant ivoirien très avancé au plan social aux États-Unis, qui a accepté d'être notre invité sur ce plateau. Et à bientôt pour la prochaine émission. Merci beaucoup.